il vaut mieux s'adresser à Dieu que de s'adresser à ce saint, c'est-à-dire il faut passer directement à la personne concernée au lieu de passer par quatre chemins. Ma manière de vous dire bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Touche à tout, une émission socio-culturelle, une émission qui vous aide à écouter, à comprendre tous les inédits dans tous les secteurs. Alors mesdames et messieurs, comme à l'accoutumée, je présente toujours cette émission avec un mouvement circulaire, avec mon co-présentateur ici sur place, avec qui nous allons produire cette émission, à qui je m'avais dit rapidement bonjour monsieur Amou, comment ça va? Bonjour monsieur Chadrac. Quelle bonne nouvelle. Ouais, Dieu le protège tous, ça va, tout va bien. Très bien. Alors l'invité d'aujourd'hui c'est l'honorable Jean-Baptiste avec qui nous allons parler premièrement du discours du président de la République à l'Assemblée générale de l'ONU. Nous allons également parler du bilan de l'état du siège et puis nous allons parler de la crise au sein de la MOUCA et bien évidemment nous allons parler de la crise au sein de l'Union sacrée. Nous allons parler des revendications de la MOUCA Mozito Bar Fayoulou. Nous allons parler de marche de la MOUCA du 15 et du 29 9e mois. Et nous allons essayer de parler du bilan et opportunités. Honorable, bonjour. Bonjour Chadrac, bonjour Amour, bonjour à tous les téléspectateurs. Je crois que c'est votre première fois de passer à l'émission. D'accord, merci beaucoup. Et nous allons commencer avec les revendications de la MOUCA, Fayoulou Bar Mozito. Alors, on ne sait pas, est-ce que la marche du 15 qui avait été organisée par Fayoulou et Mozito, est-ce que la marche a échoué? Parce que déjà, ce mois-ci, l'UDPS est en train de parler du non-ancrage populaire du FCC, la MOUCA et SID. C'est quoi votre réaction? Qu'est-ce que la MOUCA réclame? Vous êtes témoin du hold-up électoral qui a attristé plusieurs millions de Congolais en janvier 2019. Et face à cette situation, la MOUCA a produit des propositions de réforme de la CENI, des réformes de la loi électorale, des réformes au niveau même de la loi portant organisation de l'enrôlement des électeurs. Et pour l'instant, la MOUCA parle de la problématique de la dépolitisation de la CENI. L'Union sucrée est en train de nous mener dans un schéma de planification de la fraude électorale. Lorsque vous lisez ce que M. Félix a promulgué comme loi portant organisation et fonctionnement de la CENI, à l'article 10, il est dit que le bureau, l'article 10 parle de la composition de la CENI, 15 membres, dont 10 viennent des familles politiques, 6 de la majorité achetée à mi-mandat, à courte législature. Ça c'est du jamais vu. C'est seulement en décembre 2020 que tout d'un coup par magie, l'UDPS et alliés sont devenus majoritaires. Une majorité arithmétique qui ne dépend pas des élections. Et c'est à cette majorité arithmétique que l'on devrait attribuer 6 postes, celle de la CENI, l'opposition 4. Comment devient-elle opposition? Elle était une majorité également fabriquée par la fraude électorale de janvier 2019, et tout d'un coup, 2 ans après, à mi-mandat, elle devient majorité. La loi lui attribue 4, ça fait 10 postes au sein de la CENI, et la société civile ne va se contenter que de 15. De ces 15, selon l'article 24 de leur loi, le bureau sera composé de 7 personnes, dont 6 vont provenir des 2 forces politiques. 4 viennent de l'Union sacrée et alliée, 2 viennent du FCC et un seul poste vient de la société civile. En d'autres termes, à 4 votes, mais les 6 l'emportent sur le seul poste appartenant à la société civile.
Ce sont des indicateurs flagrants de la politisation à outrance de la CENI. D'accord, là c'est une assertion, on va y arriver. Alors la deuxième question, il y a une marche qui est organisée pour le 29 de ce mois. Alors c'est pour quelle opportunité honorable? C'est pour la même préoccupation. Pour la MOUCA, de politisation de la CENI. Nous ne pouvons pas accepter de nous engager sur un schéma qui va à nouveau produire des frustrations dans les chefs de millions de Congolais. Nous devons organiser la CENI de telle manière que nous soyons rassurés qu'aux élections à venir, la vérité des urnes sera respectée. Celui à qui la majorité des Congolais auront attribué leur voix sera véritablement proclamé président de la République, de même que les députés nationaux, députés provinciaux. Et pour cela, nous nous avons proposé, et c'est la raison d'être de nos marches, proposer d'abord que le secrétariat de la CENI, tant au niveau national qu'au niveau provincial, soit décentralisé, mais également que les animateurs de ces postes, le secrétaire exécutif national, les secrétaires exécutifs provinciaux, soient recrutés sur concours par un cabinet neutre. Mais de deux, que le bureau de la CENI soit exclusivement chapeauté par des délégués des confessions religieuses et de la société civile, de manière rotative. Les 8 confessions religieuses désignent leurs délégués, ils peuvent se répartir 4 mois chacun. Comme ça, nous allons éviter la querelle entre kimanguistes et musulmans et autres. Mais également, ils sont secondés par des délégués de 8 composantes de la société civile, chacun d'eux qui devient vice-président d'une commission. De cette manière, nous, les politiques, nous siégeons simplement dans la plénière pour assurer les contrôles. Alors, honorable, bon, excusez-moi pour le terme, alors il y a plus d'un qui pense que vos marches seraient teintées de plusieurs irrégularités, et puis on parle de la non-subordination de M. Fayulu à l'égard des hommes en uniforme. Est-ce que vous encouragez ou souhaitez-vous décourager ces comportements? Non. La marche, c'est un droit. La MOUCA a régulièrement informé. Je dis bien, on parle de la non-subordination de Fayulu à l'égard des hommes en uniforme. Comment tu voudrais que Martin Fayulu soit subordonné aux hommes en uniforme? À vertu de quoi? Lorsque Ngobila répond à la lettre d'information de la MOUCA, au-delà même du délai requis, sous prétexte qu'il y aurait contamination à la Covid. Et au même moment, Christophe Mbosso, président de la CENI, organise son meeting à Kaluka. Lorsque c'est lui qui organise le meeting pour danser à l'honneur de son chef, là, il n'y a pas de contamination. Lorsque c'est l'UTPS qui organise ses marches, il n'y a pas de contamination à la Covid. Simplement, lorsque la MOUCA, Fayulu lance l'appel à une marche pour exiger la dépolitisation de la CENI, là, Gentini, Brandi, on va y arriver, et vous voulez que Martin Fayulu se soumette à ça? Ça, c'est inacceptable. Je rappelle que vous êtes député national, honorable Jean-Baptiste. Vous dites que les marches sont organisées pour but de pousser l'autorité de mettre en place la CENI. Mais dernièrement, vous avez vu que les confessions religieuses étaient en concertation. Malheureusement, il y avait pas mal de malentendus ensuite de suite. Et jusqu'alors, les confessions religieuses ne s'entendent pas toujours. Croyez-vous qu'avec cette allure, nous allons arriver à tirer conclusion sur ça? Les confessions religieuses ont dénoncé les menaces, les tentatives de corruption, d'achat de conscience de la part de personnalités proches d'un futur candidat aux élections, de la part des hommes au pouvoir. Et l'abbé Chollet est passé sur Top Congo pour dénoncer cela. Ils ont même fait un communiqué. En fait, si nous étions dans un véritable état de droit, la justice devait appeler, n'est-ce pas, l'abbé Chollet pour dire ouvertement quelles sont ces personnes-là et qui devaient être en train de répondre de leurs actes aujourd'hui.
c'est là l'origine de l'absence de consensus entre les confessions religieuses. Mais pour nous, le débat ne se pose pas au niveau de la désignation des animateurs. Le problème réside au niveau de la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI. Si nous acceptons une loi qui consacre déjà la fraude, tel que je venais de vous le dire, 6 membres du bureau proviennent des 2 forces qui ont orchestré la fraude de 2019. Et donc, si nous les laissons les soins de désigner 6 membres, de piloter eux-mêmes le bureau, ils deviennent juges et partis, mais ils vont se répartir les postes de députés provinciaux, de députés nationaux, de sénateurs. Ils vont refaire leur deal pour proclamer qui ils veulent comme président. Mais les Congolais ne sont pas naïfs pour accepter ce genre d'affaires. Voilà pourquoi la marche du 15, tout comme la marche du 29 septembre, n'est pas une affaire de Fayoulou, c'est l'affaire de la nation tout entière. L'article 5 de la Constitution dit que la souveraineté appartient au peuple. Moi, je suis élu de Goma, j'ai vu une maman qui avait les larmes aux yeux. Il était honorable. Donc ces gens nous ont convoqués pour aller aux élections, alors qu'ils ne tiendraient pas compte de notre choix. Ils se moquent de nous alors que ce pays nous appartient. Voilà la raison d'être le bien fondé du combat que mène Martin Fayoulou avec nous tous dans le cadre de la Mouka. À décider, nous avons fait de la vérité des urnes notre cheval de bataille. Honorable Jean-Baptiste, ne voyez-vous pas qu'en faisant toutes ces manœuvres, vous êtes en train de pousser au pouvoir en place, de connaître un glissement, en quelque sorte? Faire des manœuvres, ensuite de refuser, entériner le président de la CENI, mais aussi mettre en place des acteurs de la CENI. Ne voyez pas que vous êtes en train de pousser au pouvoir en place de faire, non. Le peuple devrait comprendre et se mobiliser derrière le président élu Martin Fayoulou et la Mouka, parce que nous tous, avec l'UTPS, en juillet 2020, lorsque Mabunda a entériné frauduleusement la candidature de Rossard, nous sommes descendus dans la rue pour les mêmes causes. Et à ce temps-là, Félix lui-même n'a jamais signé l'ordonnance d'investiture de Rossard Malonda au motif qu'il n'y a pas eu consensus entre les confessions religieuses. Pourquoi aujourd'hui il va investir le candidat qui aurait été désigné par les 6 composantes, à charge desquelles pèsent les dénonciations là de tentatives de corruption et autres? Pourquoi on va rejeter, n'est-ce pas, on va refuser d'investir Malonda en 2020 et aujourd'hui, sans consensus, sans qu'il y ait PV signé par les confessions religieuses attitrées, Félix devrait-il investir le nouveau candidat? Pourquoi, alors que nous sommes descendus dans la rue hier, en 2020, pourquoi ne pas le faire aujourd'hui? Le mal, c'est ceux qui veulent nous conduire dans un chemin de glissement, et ça nous n'allons pas accepter non plus. Ce sont ceux-là avec qui nous avons dénoncé, n'est-ce pas, le forcing du FCC hier, et qui réédite aujourd'hui, après qu'il se soit taillé une majorité arithmétique. Donc pour nous, nous estimons qu'il est possible d'obtenir un consensus. Très bien. Notre proposition de loi, elle est prête, nous l'avons mis à la place publique depuis le mois de mars. Nous avons leur proposition, il est question de faire une table ronde, on dégage une synthèse, on se met d'accord sur la loi, et après, alors, il y aura désignation des animateurs. Jean-Baptiste, je ne sais pas, que veut exactement la Mouka après que le 6 confessions religieuses ait demandé l'arbitrage de l'Assemblée nationale et du président de la République? Que veut vraiment la Mouka? Ce que veut la Mouka, comme je venais de te le dire, c'est qu'il y ait une table ronde. On se met d'accord sur les 2 textes de loi. Ça, c'est le projet de loi fait par Vous êtes d'accord avec moi en ce moment, il n'y a plus de problème de confession religieuse, c'est maintenant un problème des animateurs, de politiciens. Pour nous, ce n'est même pas un problème d'animateur de la CENI. Comme je l'ai dit, le problème réside... Je parle de politiciens que vous êtes. Il n'y a plus de problème de confession religieuse, que non, c'est eux qui posent problème. On peut parler aisément qu'à ces moments, c'est les problèmes maintenant de politiciens. Mais je pense que les confessions religieuses elles-mêmes, les confessions religieuses et même la société civile, dit qu'effectivement,
Parce que jusque-là, il y a 6 confessions religieuses qui ont opté pour les animateurs de la CENI. Il n'y a que 2 qui sont en train de refuser jusque-là. Vous avez suivi la CENCO comme les CC et beaucoup d'autres acteurs de la société civile, le mouvement citoyen, qui portent la même revendication que nous, qu'il est temps que l'on puisse consacrer dans une loi la dépolitisation de la CENI. Pourquoi les autres ont peur d'une CENI neutre? À qui ça fait mal? Vous avez suivi à Zambie, les élections se sont déroulées de manière transparente. Si vous allez sur les sites internet de leur commission électorale, vous allez voir bureau de vote par bureau de vote, les résultats obtenus par chacun, contrairement à la situation de la CENI en RTC, où vous ne pouvez pas trouver les résultats obtenus par chacun des candidats bureau de vote par bureau de vote. Vous voulez cautionner à nouveau une situation pareille où ce sont les juges de la Cour constitutionnelle qui vont désigner qui ils veulent comme députés nationaux. Vous avez des députés qui n'ont des comptes à rendre à personne. On dit il est élu, je ne sais pas, de Dibélégué, et la population de Dibélégué est ahurie. Celui qui a gagné massivement les voix, eh bien ses votes sont jetés à la poubelle. Est-ce qu'on doit continuer à accepter pareille situation? Voilà la raison d'être de nos manifestations. Ce n'est pas une affaire de Martin Fayoulou, ce n'est pas une affaire de Lamouka, c'est l'affaire de tout Congolais qui estime qu'il a le droit de désigner, n'est-ce pas, les dirigeants de son pays et que son vote doit être respecté. Tout Congolais consciencieux, jaloux de sa souveraineté, eh bien, devrait se joindre à l'appel de la Mouka pour exiger la dépolitisation de la CENI. Honorable Jean-Baptiste, je pense qu'à partir de la CENI, cela va nous pousser aussi à avoir au moins une idée sur les élections prochaines. Je pense que le chef de l'État a tenu un discours dans les Nations Unies, je pense bien sûr, mais apparemment que ce discours n'a pas trouvé un bel écho dans la population et surtout dans l'opposition. Est-ce que le chef de l'État a-t-il raison de dire que l'état de siège a des avancées, oui ou non? Bien. Pour moi, Félix a craché sur les morts de l'Itouré. Parce que je vous ai suivi, vous avez qualifié cela d'une insulte. C'est une insulte grave, cher ami Amour. Je vais vous donner des statistiques. Je ne voudrais pas me référer au rapport de monitoring que j'ai personnellement publié. Mais je voudrais me référer au rapport de monitoring d'un centre de recherche neutre, indépendant. C'est le baromètre sécuritaire du Kivu, qui indique que, avant l'état de siège pour l'année 2021, du 1er janvier au 30 avril, nous avons connu 373 civils tués au Nord Kivu. Depuis le 3 mai jusqu'au 15 septembre, ça ce sont les données de baromètre sécurité de Kivu, soit pendant la période de l'état de siège, pour les deux provinces, Ituri et Nord Kivu, nous avons enregistré 739 civils tués. Ça c'est jusqu'au 15 septembre. Ça donne un total pour toute l'année, ce n'est pas encore l'année, du 1er janvier au 15 septembre, ça donne un total de 1114 civils tués. Vous y ajoutez maintenant les 8 personnes qui n'étaient pas comptabilisées dans le rapport du baromètre sécuritaire. 8 ont été tués dans un village appelé Mutendero. C'est le site coutumier de la chefferie de Bachou chez les Bananes. C'est là que se font beaucoup de cérémonies d'intronisation de Bami. Et le gardien de coutume, M. Kamali, a été tué ce jour-là, le 15. 8 personnes ont été tuées. Par la suite, à Kilaou, on a découvert 38 corps. Ça, c'est le 18. Le 19, à Makungwe, on a découvert 5 et Moulungu, 9. Le total de corps découverts, le 18 et le 19, c'est 52. Vous y ajoutez le 8
du 15, vous avez 60. Vous ajoutez en 739, ça vous donne 801 civils tués pendant l'état de siège. Et Félix n'a rien dit de ces morts-là. Ce sont des compatriotes, honorable. Alors, des jeunes beaux comme vous et moi, des mamans qui sont allés librement au champ. On avance, honorable. Et donc, le total pour moi, pour cette année, je termine par la Shadrach avant de... Donc, pour l'année 2021, nous sommes à 1174. Ajoutez à cela, j'ai fait le total maintenant de toute la période où Félix est au pouvoir. 2019, c'est 1070 Congolais tués. 2020, c'est 1569. Il fallait commencer depuis 2001, 2002, voire 2001, oui, il y avait combien? Nous sommes en train de parler ici que En l'attitude 2002, ça faisait combien? Parce qu'il y a une certaine opinion qui dit, excusez-moi, il y a une certaine opinion qui dit, vous, de l'amour, quand vous faites une politique de mauvaise foi, c'est-à-dire le tas des sièges déclaré il n'y a même pas une année, vous voulez déjà un résultat très positif. Et pourtant, cette problématique est datée de plus de 20 ans. Honorable. Non, ce n'est pas une raison que nous puissions nous empêcher. Ce fait des sommations, des tueries, pourtant c'est ici une affaire qui a commencé dès 20 ans, honorable. Il est possible, cher Charles Drac, de mettre fin à cette guerre à peu de temps. Et les FARDC sont capables. Quels sont les préalables, honorable? Comment pouvez-vous comprendre que Félix proclame l'état de siège et en même temps, les FARDC sont privés même de la ration alimentaire? Aujourd'hui, nous sommes au 79e jour sans ration. Et à Kinshasa, on trompe l'opinion publique jusqu'au New York qu'on est en état de siège. État de siège, et vous privez les militaires de la nourriture, vous lui privez de son salaire. Pendant ce temps-là, au nom de l'état de siège, l'on débloque des millions du trésor public et des individus. Lui-même a parlé des réseaux mafieux. Il a parlé d'une mafia à l'armée. Il se limite à se plaindre, à dénoncer comme les activistes de la société civile au lieu de prendre des sanctions. Vous avez suivi que 13 millions de dollars auraient été retrouvés dans un bureau ici à Kinshasa. Pas de sanctions. Pendant ce temps-là, on parle de l'état de siège. Non, il y a des possibilités de motiver les militaires FARDC. Ils ont démontré leur volonté et leur capacité. Moi, je suis de Goma, comme je le disais. Le 20 novembre 2012, l'M23, fabriqué par le Rwanda, a pris le contrôle de Goma. Ils avaient déjà pris le contrôle de tout le territoire de Nyiragongo, de Rutshuru, de Massissi. Mais les FARDC ont été capables de le mettre en déroute en moins de 3 mois. Si aujourd'hui, on sanctionne tous ceux-là qui travaillent à la démotivation des FARDC, on démantèle ces réseaux qui donnent des armes, des tenues aux ennemis, on procède à la permutation. Il y a des troupes qui sont là depuis plus de 8 ans. Des troupes issues de brassage et mixage. La population a toujours réclamé les relèves. Au-delà même de la réclamation de la population, mais les militaires sont humains. Comment tu peux t'imaginer qu'un militaire fasse 5 ans sur la zone d'opération? Félix lui-même a dit qu'on lui a menti qu'il y avait 21 000. Au lieu de 21 000, on parle de 7 500. Et les 13 500 fictifs, les armes dont ils sont dotés, quelle est leur destination? Les tenues, l'argent. Voilà donc des éléments pratiques. Plutôt que d'assigner la jeunesse, la lucha et autres, la société civile en prison pour avoir crié, et on dit que c'est ça la solution, ça ne peut pas marcher. Très bien. Toujours la même population, la même population qui vous attend d'ailleurs de combattre pour leur faveur, encore pour leur bénéfice, mais c'est toujours la même population qui s'implique dans les mafias, ensemble avec les rebelles, pour traquer le peuple congolais. Parce qu'autrefois, on a eu à entendre que la population est en train de travailler en synergie avec quelques rebelles, justement pour leur intérêt propre. Ça, c'est une insulte. C'est une insulte. En septembre 2019, j'étais à Béni, dans une délégation du chef d'état-major, Mbala. Et une maman s'est mise debout
dans la salle des centenaires de Béni. Il dit, mon général, si j'en avais la force, je pouvais me battre contre vous sur place ici. Parce que toutes les fois que nous sommes tués, à 50, 100 mètres de position de FARDC, nos militaires refusent d'attaquer l'ennemi au motif que Kinshasa refuse de donner l'ordre. Vous suivez ce qui est en face. Mais également, tous ceux qui tuent les Congolais viennent à tenir FARDC. Est-ce que ce sont les fils de Béni qui gèrent la logistique des FARDC pour que les rebelles se retrouvent avec les tenus? Donc on comprend qu'il y a complicité de nos militaires et les autres. Vous avez suivi l'inspection générale des FARDC qui publie un rapport que 13 millions de dollars ont été retrouvés entre les mains de certains officiers à Kinshasa. Et ça, vous accusez les victimes. Vous avez suivi tant de témoignages, n'est-ce pas, que je vous disais tantôt que les militaires n'ont pas à manger sur la ligne de front. Et vous accusez le paysan Temitendere. Vous avez des preuves. Mais je viens te bénir, s'il te plaît. Et ce n'est même pas... Vous pouvez appeler la société suisse sur le terrain. Contactez le militaire, sont nos frères. Ce ne sont pas des Tanzaniens, ce ne sont pas des Uruguayens. Vous, élu du peuple honorable, paraît-il que vous êtes aussi impliqué, vous députés des Goma de l'Est, vous êtes aussi impliqué dans ce genre d'histoire. Mais s'il te plaît, ce sont des discours démodés. Pourquoi on a peur d'initier une demande d'élevée de mes immunités si vraiment on a des preuves à ma charge? Ça fait 4 mois et plus que l'état de siège est en fonction. On a dit qu'il y avait des députés provinciaux impliqués dans le réseau des groupes armés. 4 mois, l'état de siège est incapable d'initier la moindre plainte contre un seul député provincial. Non. On doit cesser de tourner les fils du Kivu et du Touri en bourri. Donc l'état de siège n'a pas raison d'être. Non seulement à cause de son bilan négatif, je vous disais que pour moi, pour les 3 ans, n'est-ce pas, du règne de Félix, nous sommes à 3805 civils tués. 3805, s'il vous plaît. Ça, c'est jusqu'à la date du 19. Alors, à côté du bilan négatif, mais également sur le plan du droit, est-ce que la Constitution permet que Félix puisse réduire les prérogatives dévolues aux provinces indéfiniment, alors que l'alinéa 2 de l'article 220 stipule que aucune révision constitutionnelle ayant pour effet de réduire les prérogatives dévolues aux provinces ne peut être acceptée. Et à plus forte raison, vous voulez que nous acceptions qu'une ordonnance loi puisse réduire ces prérogatives au point que, vous savez que l'article 16 portant principe relatif à la libre administration des provinces exige à chaque gouverneur de province de transmettre au gouvernement central chaque 31 août le budget des provinces. Sama Lukonde a déposé le 15 septembre le budget du gouvernement. C'est dire que dans ce budget, il est inclus les éléments du budget de la province de l'Ituri et de Nord Kivu. Les gouverneurs militaires ont élaboré seuls ce budget-là. Ils l'ont discuté seuls, ils l'ont approuvé seuls. Et puisque pour Félix, l'état de siège doit continuer, ces gouverneurs militaires vont exécuter seuls ce budget. Ils vont les contrôler seuls. Mais s'il vous plaît, les fils de l'Ituri et du Nord Kivu ne peuvent pas cautionner pareille bêtise. Alors qu'il y a des députés provinciaux élus, des gouvernements provinciaux issus des élections, au même titre que dans les autres provinces. L'article 76 de notre Constitution, l'alinéa 4, dit que lorsqu'il y a une situation d'exception, vacance de la présidente de la République, le président du Sénat ne peut être autorisé à assurer l'intérim du chef de l'État que pendant un délai maximum de 4 mois. Les constituants veulent que l'état d'exception ne puisse pas aller au-delà de 120 jours. Même chose à l'article 197. En cas de dissolution de l'Assemblée provinciale, et si la CENI est confrontée à une situation de force majeure pour ne pas organiser les élections dans un délai de 60
à 90 jours, la Cour constitutionnelle ne peut accorder un délai supplémentaire que de 120 jours au plus. Et en vertu de quoi Félix, lui, va estimer qu'il est habilité à donner un délai qui va au-delà? Très bien. Non. Merci bien. Amis, on va avancer. que ça soit conformément à l'esprit de la Constitution et conformément aux lois portant principe de libre administration de la province, des provinces, eh bien, rien ne nous autorise de briser, de bafouer, de priver les Congolais de leur liberté. Nous sommes maintenant aujourd'hui en 139e jour de l'état de siège, à prison ouverte. Honorable, nous allons Cette avancer. situation ne doit pas continuer. Très bien. Alors, à présent, nous allons parler, n'est-ce pas, du gouvernement Sama. Alors, honorable, une question qui m'est venue comme ça, je ne sais pas. Ceux qui aussi vous demandez d'être, par exemple, professeur, combien donneriez-vous à ce gouvernement sur 10? Bien, il faut poser la question aux citoyens de Béni, aux citoyens de Maluku, à l'habitat de Maluku, qui ne sait pas accéder à l'eau. Heureusement, nous vous avons ici sur notre plateau. Voilà pourquoi nous vous posons cette question. Combien donneriez-vous sur 10 à ce gouvernement de Warrior? Non, pour moi, d'abord, le gouvernement Sama, lors de la présentation de son programme, a inscrit comme priorité de priorité à la page 9 de son programme la restauration de la sécurité à l'Est. Au vu de ce bilan que je viens de te présenter, mais il ne mérite même pas... C'est-à-dire que le bilan, il est positif, soit il est négatif. Non, s'il te plaît. Parce que nous sommes en La train de première courir derrière mesure, le temps, nous la avons besoin de première réponses, grande action significatives. du Voilà. gouvernement de Sama, c'était l'état de siège. 801 morts à 4 mois. Mais est-ce qu'on peut donner 0? C'est en deçà de 0, s'il te plaît. C'est en deçà de 0. Alors, sur le plan de la gratuité de l'éducation, Bon, parlez, on va y arriver. que disent les enseignants? Que disent les fonctionnaires? Que disent les militaires? Quelle est la cote qu'ils donnent? Soyons Honorable, réalistes. il ne faut pas voir le diable partout, parce que nous sommes en train de voir récemment, il y a le fait de l'évier de 3,3 milliards de réserves d'échange, et puis nous sommes en train de remarquer il y a la stabilité du cadre macroéconomique, honorable. Pourquoi vous voyez le diable partout, honorable? En deçà de 0. Vous reprenez le discours de l'ancien Premier ministre Maltata. Chaque vendredi, la troïka stratégique se réunissait. Pendant ce temps-là, les compatriotes sont en train de fuir leur province, leurs maisons, leurs habitants. Pendant ce temps-là, l'enseignant, vous avez participé aux cérémonies de clôture de l'année scolaire et vous avez attendu les cris de détresse des enseignants, animés de toute la bonne volonté pour former la jeunesse congolaise. C'est-à-dire pour vous, tout ce que le gouvernement Sama est en train de faire, c'est-à-dire gouvernement Azap Penzan à 16 euros, à ça de leur côté, donc rien sur Non 10. seulement rien, mais ce gouvernement fait des actes qui révoltent. Alors que le social du Congolais est abandonné, vous apprenez qu'il y a des opérations scandaleuses. Une délégation de 123 personnes est partie à New York. J'ai participé à une mission du Premier ministre à Goma pour aller compatir avec les victimes de l'éruption volcanique. Tous les abris construits par le gouvernement ont été emportés par le vent. Mais cette délégation était composée de 126 personnes, aux frais de l'État. Et les victimes ne reçoivent rien. Très bien. Vous apprenez des opérations de distribution de jeeps. Est-ce que ce sont là des indicateurs d'évaluation d'un gouvernement qui prône le peuple d'abord? Malheureusement, le temps nous fait défaut, le temps n'est pas notre compagnon. Je vais laisser comme ça la dernière question, comme ça, M. Amour, et puis nous allons clôturer. Je n'aimerais pas que ce soit une dernière. La dernière question. Je n'aimerais pas que ce soit une dernière question parce que, avant de manifester deux questions, parce que. Non, le temps, s'il vous plaît, le temps, s'il vous plaît. Il va revenir plus tard. Voilà. Au cas de Maloba. Ok. Bon, je pense que l'unique avec c'est Michel Félix. Voilà, honorable. Je pense que vous avez dit beaucoup de choses concernant l'état de siège. Et je comprends votre émotion vu que vous êtes élu de Goma. Vous avez les soucis que la population retrouve aussi la paix. Bien sûr. Mais il faudrait qu'il y ait un changement. Normalement, il faudrait qu'il y ait un changement.
croyez-vous qu'avec tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui, est-ce qu'il y aura élection? Parce que pour qu'il y ait un changement, du point de vue politique, il faudrait qu'il y ait des élections libres, transparentes ou encore crédibles. Mais avec tout ce qu'on est en train de voir, tout Congolais a droit au vote. Mais nous avons des zones rouges, Nord Kivu et Ituri. Est-ce qu'ils seront aussi à mesure de voter avec cette insécurité qui bat son plein? Alors, le peuple congolais aspire au changement dans toutes les provinces, et particulièrement ses habitants de l'Est. Ils ont été capables de sanctionner Kabila. En 2006, Kabila avait un soutien populaire à l'Est. Il s'est amusé avec la question sécuritaire, avec des accords bidons vis-à-vis du Rwanda. Aujourd'hui, Félix est en train de conclure avec le Rwanda à plein jour, jusqu'à leur attribuer le monopole du raffinage de l'or du Kivu. Mais on sent même les efforts consentis par le chef de l'État. On les voit et on les sent d'ailleurs. Les efforts ne se proclament pas dans des discours. À Kinshasa, on organise des concerts, Bendele Kouyaté. Pendant ce temps-là, le militaire est abandonné. Donc, les élections doivent avoir lieu impérativement. J'étais dernièrement à Oicha, au chef-lieu du territoire de Béni. Et une maman m'a posé la question. Il était honorable. Vous qui êtes à Kinshasa, est-ce qu'il vous arrive de réfléchir, que vous imaginez qu'un jour, nous, habitants de Béni, de Butembo, de Litori, Bounia, nous pouvons décider de nous lever un jour et de vous mettre en difficulté? Ça, c'est une maman qui me pose cette question. Il dit parce que nous n'accepterons jamais de fuir notre pays comme les Rwandais ont fui les leurs en 94. Non. Mais étant donné que vous êtes en train de vous amuser avec la conduite des opérations, avec la gestion sécuritaire, nous vous mettons en garde que nous sommes en mesure de nous lever. S'il te plaît, Rossi a dit, le peuple gagne toujours. Les Congolais ont mis en échec le pouvoir colonial belge en 1959. Ils ont mis en déroute la dictature suffisamment organisée de Mobutu. Ils viennent de mettre en échec le plan de Kabila de se maintenir au pouvoir. Ce peuple-là ne mérite pas d'être indéfiniment défié. Donc nous avons tout intérêt à régler des questions prioritaires. Comme je vous ai dit, il est possible de mettre fin à l'aventure des groupes armés à l'Est dans peu de temps. Mais il faut que le pouvoir à Kinshasa montre des signes de bonne volonté. Je pense qu'il y a des préalables. Parce que le chef de l'État tient Moudoukus à organiser des bonnes élections. Mais apparemment, il y a d'autres préalables qui ne sont pas encore remplis. Parce qu'il faut identifier la population. Ok, merci beaucoup. Il faut identifier la population ici d'abord et même ceux qui est à l'intérieur du pays. Croyez-vous, parce qu'autrefois, les DG Ilunga de l'UNIP avaient dit il faut mettre 2 ans pour identifier la population. Là, c'était en 2020. Mais maintenant, nous sommes en 2021. Croyez-vous que les travail abattu par l'UNIP va prendre fin 2022? Fin. S'il te plaît, amour. Ça, ce sont des manœuvres dilatoires montées déjà par Kabila. Nous les avons mises en échec. On dirait que nous sommes en train de vivre le néo-kabilisme. La Constitution est claire. Le mandat de fin de M. Vous avez 30 Félix secondes, honorable, parce que c'est déjà se la fin de termine l'émission. le 24 janvier 2024. Et l'article 73 dit que le scrutin doit être convoqué 90 jours avant, soit au plus tard le 22 octobre 2023. Donc, voilà pourquoi nous sommes en train d'exiger que de toute urgence, une table ronde soit organisée. On se met d'accord sur la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI. Au cours de cette session de septembre, on se met d'accord également sur les réformes à introduire dans la loi électorale et les trains démarrent pour organiser les élections. Nous avons publié notre calendrier au niveau de la MOUCA pour démontrer qu'il est encore possible d'organiser des élections crédibles, transparentes, dans le délai. Et ce sont des délais contraignants
constitutionnellement, ça ne se négocie pas. Mais vous ne voyez pas qu'en faisant tout ceci, vous êtes en train de kilométriser les choses, d'élastifier encore les choses, parce que le chef de l'État vient de réitérer même aux Nations Unies qu'il y aura toujours élection en 2023. Mais avec toutes ces manœuvres-là que veut la Mouka, vous ne voyez pas que c'est kilométriser encore les choses? Nous avons besoin d'une CENI dépolitisée. Nous n'acceptons pas qu'elle nous conduise comme des moutons de panurge avec une loi qui consacre la politisation à outrance, la planification de la fraude, où nous allons simplement accompagner des individus. Ils ont déjà mis main basse sur la Cour constitutionnelle, donc ils ont déjà quelqu'un qui va proclamer des résultats définitifs fabriqués, et ici, ils veulent désigner des animateurs qui vont désigner des faux résultats provisoires. Non, s'il te plaît. Cela n'est pas dans l'intérêt d'aucun de nous. Mettons-nous d'accord pour adopter une loi qui consacre la dépolitisation, lançons les traits, n'est-ce pas, de l'organisation des élections. Dans les délais constitutionnels, le Congo va gagner pour l'intérêt de tout le monde. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs. Comprenez déjà que c'est la fin de cette émission. Comme on dit toujours, de belles choses ne dire jamais. Alors je vais laisser la dernière parole chez mon confrère Amour Bilolo. Qu'est-ce que vous avez à nous dire comme dernière parole? Voilà, merci juste à la population qui nous a suivis. Pour ceux qui mettaient aussi le vœu de nous suivre sur le net, nous sommes sur Touche à Tout TV officiel et TV du peuple RD Congo. Je dire aussi un grand merci à l'honorable Jean-Baptiste qui a usé de son temps pour être présent dans cette émission. Merci. Honorable, qu'est-ce que l'émission Touche à Tout pourrait retenir de votre passage? De bon passage que de un, je suis en train d'exiger la levée de l'état de siège et que l'on mette les FARDC dans des conditions qui leur permettent d'éradiquer les groupes armés en dehors de l'état de siège. Deuxièmement, j'exige la dépolitisation de la CENI en vue du respect de l'article 5 de la Constitution pour qu'aux prochaines élections, le vote de chaque Congolais soit pris en compte plutôt que de bafouer ce vote comme cela a été le cas en janvier 2019 et en 2011. Ce sont des situations dangereuses qui nous ont conduit à des institutions illégitimes, incapables de booster le développement du pays. Et donc pour moi, la marche du 29 septembre mérite d'être soutenue et bénéficier de la mobilisation de tous. Merci beaucoup, honorable. Nous vous disons un grand merci d'être passé. Merci à Amour Bilolo. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Retrouvez-nous très prochainement avec le même plaisir. Portez-vous bien. Ciao. Ah, honorable Jean-Baptiste. Gouvernement 06.